Bonjour, je m'appelle Jennifer Merchant, je suis politologue et membre du comité d'éthique. Donc je vais maintenant prendre la modération de cette... enfin, il y a deux sessions. Une mini présentation ou pas, mini, peut-être très majeure. Et ensuite, nous allons vous présenter les groupes de travail, parce que nous aussi, comme au CCNE, on travaille par groupe de travail sur des thématiques spécifiques. Donc j'appelle d'abord Pierre Joannet, qu'on ne le présente plus, mais je vais quand même le faire, qui est un des pionniers de la PMA en France, et Marion Bécassis, qui est avocate en France, à Paris, et aussi au barreau de New York. Et ils vont nous parler d'une réflexion qui a été entamée cette année, ou peut-être avant, je pense en tout cas au comité d'éthique cette année, sur les 20 ans de la Convention d'Oviedo. Quelles propositions de changement que notre comité propose. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non? D'accord. Pierre, c'est toi qui parles d'abord? Ah oui, juste un petit rappel, vous avez un petit quart d'heure. Il faut absolument que je m'assieds. Vous pouvez. Vous ne me voyez pas là? Si? Bon, ça va. Bon, le Conseil de l'Europe a adopté un document il y a 20 ans qui est soumis à discussion. C'est le comité d'éthique du Conseil de l'Europe qui a pris une initiative l'année dernière de faire un état des lieux après 20 ans et de voir si cette convention devait évoluer. Et donc les pouvoirs publics en France ont relayé cette demande du Conseil de l'Europe, notamment au comité d'éthique de l'INSERM. Et donc nous avons évoqué quelques points de cette convention au comité d'éthique de l'INSERM. Et avec Marion, je vais vous relater les résultats des réflexions qui ont été menées au sein de notre comité. Alors d'abord, première notion importante, le Conseil de l'Europe, ça réunit beaucoup de pays, mais que, en fait, cette convention, qui est la Convention sur les droits de l'homme et de la biométrie, donc qui concerne tous les problèmes biomédicaux, n'a pas été adoptée par tous les pays, n'a pas été ratifiée par tous les pays. La situation est extrêmement hétérogène. Vous voyez que, ne serait-ce que pour parler de l'Europe occidentale, enfin de l'Europe, un certain nombre de pays n'ont ni signé ni ratifié la Convention. Et pas des moindres, comme par exemple la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui n'ont signé ni ratifié. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que si la Grande-Bretagne n'a pas signé la Convention parce qu'il trouvait que les dispositions de cette Convention étaient trop restrictives pour la recherche et la biomédecine, l'Allemagne n'a pas signé parce qu'il trouvait cette Convention trop permissive. Donc, vous voyez à quel point les choses sont hétérogènes. Ensuite, certains pays ont signé la Convention, comme l'Italie, la Suède par exemple, et puis d'autres pays l'ont signé et ratifié, comme la France. Mais même en France, la situation est particulière, dans la mesure où cette ratification date de fin 2011, c'est-à-dire 14 ans après que la Convention a été adoptée par le Conseil de l'Europe, donc il n'y a même pas 6 ans, et surtout que cette ratification a eu lieu alors qu'on venait d'adopter la loi relative à la bioéthique. On venait de la voter au niveau du Parlement français. Et donc il se pose une question d'adéquation entre les dispositions de cette convention et la législation française. Question qui va se poser encore plus, puisque, comme vous l'a dit Jean-François Delfrécy, cette loi est susceptible d'évoluer l'année prochaine, et que donc la question sera de savoir si de nouvelles dispositions seront en accord ou pas, et dans quelle mesure, avec la Convention d'Oviedo. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est très rapidement, vous avez vu, on n'a même pas un quart d'heure, de voir quel était l'état d'esprit de la Convention d'Oviedo. Très clairement, la Convention donne primauté au bien-être de l'être humain, avant les intérêts de la science et les intérêts de la société. Reste à savoir comment cette primauté se manifeste. Deuxième notion qu'on a quand on lit cette convention, c'est que ce n'est pas une convention qui affiche une grande confiance à l'égard de la science et à l'égard des chercheurs. Et ça interroge de savoir pourquoi une instance comme celle-là semble aussi méfiante
des évolutions de la médecine, des évolutions de la recherche. Troisième observation qu'on peut faire, c'est qu'il y avait visiblement une volonté d'arriver à un consensus sur les questions traitées, et vous avez vu que le consensus n'a pas été atteint, puisqu'il y a une immense hétérogénéité parmi les pays européens. Alors, en ce qui nous concerne, on n'a pas passé en vue toute la Convention. La Convention, c'est 14 chapitres, 39 articles, un certain nombre d'amendements. Et donc, le comité d'éthique de l'INSERM n'a pas traité l'ensemble de ces questions et on a juste pointé quelques éléments sur lesquels on a plus particulièrement travaillé. On aurait des propositions à faire pour 3 chapitres, celui concernant le consentement. Là, ce sont des propositions qui sont essentiellement de forme, même si la manière dont les consentements sont obtenus et leur signification posent des questions de fond. Mais comme l'a signalé Christine Dosquet, il y a vraiment un débat de fond à avoir. Et la réflexion du comité n'a pas été très très loin dans le domaine, sinon que même par rapport à le texte de la Convention tel qu'il est, il y a des propositions à faire. Et puis là où on a peut-être un peu plus de réflexion de fond, on a eu plus de réflexion de fond au comité, c'est sur des questions qui ont été traitées au sein du comité relatifs au génome humain et à la recherche scientifique. Alors, en ce qui concerne le chapitre qui parle des dispositions sur le génome humain, il y a toute une partie sur les tests génétiques. Et puis, il y a un article, celui dont je vais vous parler, qui est l'article 13, qui concerne les interventions sur le génome humain. Et cet article, vous voyez, il est simple, il dit « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. » C'est presque de la préhistoire. Ce texte a été adopté il y a 20 ans et les possibilités scientifiques et techniques ont extraordinairement évolué depuis, et notamment depuis 5 ans. Et ce n'est pas à vous que je vais dire que toutes les possibilités en matière de recherche et d'application médicale des nouveaux outils moléculaires qui sont CRISPR-Cas9 et d'autres outils similaires ouvrent des champs de possibles, ouvrent des champs de questions extraordinaires. Donc peut-être qu'il faut revoir cette disposition. Et notamment pour le comité, il y a un point qui nous semble important, c'est quand on parle de modifier le génome humain, de clairement distinguer selon que la finalité de cette modification, c'est un programme de recherche, éventuellement une recherche fondamentale, ou si c'est une application clinique, une application pour l'être humain. Ce qui est écrit dans l'article tel qu'il est, finalement, on ne parle que d'éventuelles applications. Et nous proposons qu'on reconnaisse qu'une intervention sur le génome humain peut se faire sur des cellules, peut se faire sur de l'ADN libre, peut se faire sur des modèles, dans un cadre de recherche, et que ce n'est pas pour autant que ça doit être interdit. Donc c'est pour ça qu'on propose qu'on introduit cette notion de modification du génome humain qui peut être entreprise soit dans un but de recherche, soit pour des raisons de type clinique. Deuxième partie de l'article, qui est sans doute la partie la plus difficile, c'est est-ce qu'on peut faire la thérapie génique germinale? Est-ce qu'on peut introduire des modifications sur le génome qui vont se manifester chez l'individu et dans la descendance? Ça fait l'objet de beaucoup de discussions, dans beaucoup d'instances depuis 2-3 ans. Et le comité a fait une note sur le sujet et a pris une position qui ne rejette pas a priori la possibilité, quand les conditions seront réunies, d'intervenir sur le génome d'embryons humains ou de cellules germinales humaines. Cette position n'est pas une position isolée du comité d'éthique, c'est aussi une position qui a été émise dans le rapport, le très très bon rapport de l'Académie des sciences américaines, qui a été publié en février dernier, et qui accepte aussi le principe de ce type d'intervention. C'est aussi la position qui a été prise à l'Académie de médecine en France, qui a fait un rapport aussi sur ce sujet. Et donc, nous pensons qu'on ne peut pas avoir une position de principe aujourd'hui, car il y aurait des indications potentielles qui seraient tout à fait légitimes sur le plan médical,
d'intervenir par des modifications qui pourraient induire des changements du génome de la descendance. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est inenvisageable. Et c'est inenvisageable parce que les conditions d'efficacité, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et c'est pour ça que nous proposons de modifier cet article en disant que ce type d'intervention pourrait être entreprise, mais avec garantie d'efficacité et d'innocuité. Et tant qu'on n'a pas ces garanties, qu'on ne puisse pas avoir ce type d'application clinique. Autre sujet sur lequel le comité a beaucoup travaillé depuis sa création, c'est la recherche sur l'embryon. Dans la Convention d'Oviedo, il y a un article, l'article 18, qui concerne les recherches sur les embryons in vitro. Et cet article possède deux alinéas. Le premier alinéa, il dit que la recherche sur les embryons in vitro ne peut être entreprise que lorsqu'elle est admise par la loi et que celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. On va vous reparler plus tard dans l'après-midi de la recherche sur l'embryon. Ce genre de formulation nous semble pas très clair, pas très opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, une protection adéquate de l'embryon? De quel embryon parle-t-on? Est-ce que, justement, ce terme de protection de l'embryon a beaucoup été repris par un certain nombre de personnes pour justifier l'interdiction de toute recherche sur l'embryon dans la mesure où ces recherches seraient attentatoires à l'intégrité de l'embryon. En fait, je rappelle ici les éléments de la réflexion du comité d'éthique qui ont été notamment décrits dans deux notes en 2014 et 2015, qui est que la recherche et la protection à accorder aux embryons dans le cadre des recherches doit tenir compte du statut qui est accordé à l'embryon. Et que ce statut de l'embryon, il dépend de la valeur morale qu'on accorde à cet embryon. Et la valeur qu'a un embryon, ce n'est pas une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que, bien sûr, l'embryon a une valeur intrinsèque qui est due à ses caractéristiques propres. Mais l'embryon n'existe que dans un contexte, c'est-à-dire dans une situation de relation. Par exemple, les embryons produits par la fécondation in vitro sont conditionnés par les conditions de leur création et du projet parental que peuvent avoir les personnes qui sont à l'origine de la création de ces embryons. Et que donc, la valeur de cet embryon, son statut, sont dépendants de cette dimension relationnelle. Tout ça, ça a été bien expliqué dans les notes qu'on a expliquées. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la législation française a évolué sur cette question et maintenant est assez claire en la matière. Et que depuis l'adoption, depuis la signature de la Convention d'Oviedo en 2011, il y a deux lois qui ont été votées au Parlement en France. Une première loi en août 2013 qui a supprimé l'interdiction de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et qui maintenant les autorise dans des conditions extrêmement encadrées, extrêmement rigoureuses, avec des autorisations qui sont données par l'Agence de la biomédecine. Mais il y a aussi une autre loi qui a été adoptée fin 2015 et qui reconnaît la légitimité de faire des recherches sur l'embryon in vitro à l'occasion d'assistance médicale à la procréation. Et ça, c'est un point très important parce que ces embryons-là, qui s'inscrivent dans un projet parental, ont la possibilité, quand les conditions sont réunies, d'être transférés dans l'utérus à fin de gestation, alors que les premiers, ceux dont on parle dans la loi de 2013, ne peuvent absolument pas être transférés à fin de gestation. C'est-à-dire n'ont pas d'autre finalité que leur propre destruction. Donc on a un dispositif législatif en France maintenant qui justement distingue les différentes situations d'embryon ou de recherche sur l'embryon en fonction du contexte. Et ce qui est déterminant pour définir les limites de ce contexte, c'est le projet parental. Quoi qu'il en soit, l'avis du comité d'éthique est que ça ne suffit pas d'avoir des lois. Ce qui est important, c'est les conditions de leur mise en œuvre. Et la réglementation française se distingue par
un dispositif particulièrement pointilleux, particulièrement détaillé, particulièrement difficile pour pouvoir développer ces recherches. Et le souhait du comité d'éthique, c'est que la réglementation française évolue sur ce plan. Je laisse Marion conclure. Alors, donc moi, je vais revêtir mes lunettes de juriste pour vous donner quelques remarques conclusives. Puisque, comme disait M. Tadei ce matin, je suis finalement, la corporation des juristes, un énième aveugle à tâter le corps éléphantesque de la bioéthique. Donc, quelques remarques simplement, d'abord de mise en perspective de la Convention d'Oviedo. C'est qu'elle est marquée par une forme d'ambivalence. D'abord, donc c'est une norme obligatoire. Ce qui en fait toute l'originalité, c'est qu'à ce jour, c'est la seule convention internationale de bioéthique qui a une force contraignante. Cette force contraignante, elle se traduit surtout en ce qu'elle le lie le législateur. Donc on en a parlé quand Pierre a évoqué la ratification de la France qui est intervenue de façon assez tardive relativement à l'époque où la Convention a été adoptée. Cette ratification tardive était en partie due à la volonté de s'assurer qu'on mettrait notre législation en conformité, notamment à propos de la recherche sur les embryons. Mais l'ambivalence ici se situe dans le fait qu'elle n'est pas, et c'est une approximation, juridictionnellement sanctionnée, en ce qu'il n'y a pas une juridiction propre pour sanctionner les violations de cette convention. Néanmoins, je tempère absolument immédiatement ce propos, puisque par le biais d'autres conventions, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, devant la Cour européenne des droits de l'homme, on peut tout à fait évidemment tirer argument juridique des dispositions de la Convention d'Oviedo. Ensuite, c'est une norme commune qui est née d'un désir d'harmoniser sur quelques principes fondamentaux les législations des pays signataires. Toutefois, elle est marquée par une grande hétérogénéité d'application. Déjà parce que, évidemment, la Convention n'est pas exhaustive. Elle ne comporte des articles que sur les points sur lesquels on a pu trouver un consensus. Ce qui veut dire que tous les autres points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, ils n'y apparaissent tout simplement pas. Là encore, à tempérer, puisque depuis, il y a eu des protocoles additionnels qui se sont saisis de ce genre de sujet. Mais tout du moins, son application est finalement assouplie dans les pays. Déjà, quand on regarde l'article 1er de la Convention, on nous dit que les pays membres doivent juger eux-mêmes quelles dispositions intégrer par l'adoption de normes internes dans leur droit local. Ce qui veut dire que cette convention peut soit s'appliquer d'application directe, soit par le biais de dispositions prises spécifiquement pour la traduire en langage juridique. Imaginez donc la disparité qui peut exister entre les différents pays. Et rapidement, parce que le temps nous est compté, et on parlait tout à l'heure de l'accélération et la temporalité de la norme éthique, puisque justement cette norme doit être évolutive. Et ça, c'est marqué aussi en son sein, donc pas seulement dans sa forme, mais dans son fond. Vous voyez l'article 28 qui nous parle du débat public, et ce que je trouve extrêmement important, puisque c'est écrit quand même noir sur blanc. Quand on regarde aussi l'article 32.4, qui nous dit que cette convention devrait faire l'objet d'un réexamen, notamment à des intervalles que le comité pourra déterminer. C'est bien de cette volonté et de cette réalisation qu'on ne peut concevoir cette norme éthique que dans un contexte, et que ce contexte suscite des questionnements permanents. Donc, pour conclure, une phrase très connue, rien d'original dedans, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est une sorte d'aphorisme intemporel, mais qui finalement suscite un questionnement qui est sans cesse renouvelé. Et dans ce contexte, donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Convention pour ses 20 ans ? Il y a un certain nombre de colloques qui se saisissent de la question, un prochain international à Strasbourg en octobre. La position du comité éthique de l'INSERM, Pierre vous l'a exposé, donc on a réfléchi à ces articles. C'est une réflexion, bien sûr, en mouvement. De façon générale, je crois qu'on peut dire qu'on suggère de promouvoir la confiance critique plutôt qu'une méfiance figée.
et cela est lié, il faut s'inscrire maintenant dans une visite d'accompagnement plutôt que d'interdiction qui pouvait justifier qui pouvait être totalement justifiée au début de l'adoption de la Convention, qui est toujours justifiée aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, mais qui demande en tout cas à être réfléchie. Et enfin, et ça c'est primordial, favoriser le débat public. On en a parlé déjà ce matin, au travers donc d'espaces de débat, au travers de l'éducation à tous les niveaux. Et voilà, au comité d'éthique, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative et on est disponible pour prendre part à ces débats. Merci. Merci beaucoup Marion, merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. J'avais une question à poser à Pierre Joannet. Quelle est la concertation que vous avez menée d'une manière pluraliste dans votre comité d'éthique pour arriver à la conclusion que vous nous avez présentée? C'est-à-dire qui vous avez rencontré, qui vous avez audité, quel type de travail vous avez élaboré, quel type de référence, quel type d'article? C'est-à-dire là, on a quelque chose qui pourrait être discuté, mais avant de le discuter et de savoir son statut, quel est le travail qui a été élaboré pour arriver à ces conclusions un peu surprenantes? Surprenante en quoi? Non, mais je ne veux pas détailler. Quelle est la méthodologie que vous avez... Non, parce que c'est surprenante, ça a l'air de vous... Peu importe, non, je ne veux pas discuter, je ne fais pas partie du comité d'éthique, mais donc il y a des propositions qui sont faites aux législateurs, ou en tous les cas aux autorités européennes par l'intermédiaire des autorités françaises, de modifier la Convention d'Oviedo. Donc vous avez dit a priori qu'elle était très rétive à la recherche, c'est-à-dire qu'elle avait des suspicions. Si vous regardez les préambules, ils sont totalement justifiés. Une journée de cette nature nous montre à quel point il faut être prudent. Je referme la parenthèse pour dire l'objectivité de l'approche. Mais dans les propositions que vous avez faites, quelle est la concertation que vous avez menée? Est-ce que c'est uniquement une discussion entre vous au niveau du comité d'éthique? Est-ce que vous avez reçu des associations? Est-ce que vous avez regardé la littérature? Est-ce que vous avez observé effectivement les conséquences de la Convention d'Oviedo? Quelle est la méthode? Alors... Non, 2 minutes, c'est trop. Je trouve, ouais, ça. Non. Là, je vais relater des réflexions qui ont été menées au sein du comité, entre membres du comité, et donc qui n'ont pas fait l'objet d'états généraux, qui n'ont pas fait l'objet de participation d'autres, etc. Donc c'est vraiment un travail interne au comité, et on nous a demandé au comité de voir sur quel point on pourrait faire des propositions. Et on a essayé d'être précis dans les propositions, c'est-à-dire de ne pas agiter des généralités comme on va tout le temps dans tous les débats, y compris quelquefois ici, mais d'essayer d'être concret sur des points qui concernent à la fois la recherche et la Convention. Donc, ce qu'on a relaté avec Marion, c'est le résultat de discussions qui ont eu lieu entre membres du comité, au sein du comité. Maintenant, les positions du comité sur certains points, et par exemple, concernant la recherche sur l'embryon, c'est le résultat d'un travail qui est fait depuis plusieurs années par un groupe de travail au sein du comité, discuté en séance plénière du comité, et qui est fait, ce travail, sur la base, premièrement, des saisines qu'a le comité, c'est-à-dire que le comité travaille à partir des saisines faites par des chercheurs, par des médecins sur ces questions, par les rencontres avec les médecins et les chercheurs, concernés, qui ont des projets de recherche qui posent question et qui ont sollicité l'avis du comité sur leur projet de recherche, donc disons des échanges avec les chercheurs. Quelquefois des rencontres à un autre niveau. Je me souviens par exemple d'une rencontre qu'on a eue avec des représentants de l'Agence de la biomédecine, avec des représentants du ministère de la Recherche, avec etc., un certain nombre de personnes, sur des questions relatives à la recherche sur l'embryon. Donc il s'est progressivement élaboré un certain nombre de concepts concernant ces questions, de plus en plus clairement affirmés. Ça va continuer cet après-midi, puisque vous allez encore avoir cet après-midi un compte-rendu du travail de ce groupe sur embryon et développement, et qui nous amène à faire des propositions sur la Convention d'Oviedo. En ce qui concerne la modification ciblée du génome, Hervé vous a longuement expliqué ce matin le travail qui a été fait aussi sur cette question dans le comité depuis 2 ans et qui ont fait l'objet de discussions au sein du comité, mais aussi d'échanges avec un certain nombre d'autres personnes. Il a notamment mentionné toutes ces relations internationales, etc., qu'il y a dans le domaine. Donc voilà, ça a été notre méthode de travail. Maintenant,
soyons clairs, nous ne sommes pas le législateur, hein, nous ne sommes qu'un modeste comité d'éthique et nous faisons des propositions. Et restera à voir qu'est-ce que les autorités de notre pays ou autres souhaiteront faire de ces propositions. Ça va ? Juste pour dire que je ne mets pas en cause ni la compétence ni l'intérêt depuis des années de Pierre Joannet pour ces questions. Donc ce n'est pas ce que je suis en train de remettre en cause. Mais on nous a farci l'esprit sur la démocratisation, sur l'ouverture de la société dans sa diversité. À un moment de crise, on nous parle beaucoup de morale, beaucoup plus que d'éthique. Il dit soyez vigilants à ne pas devenir des ayatollahs de l'éthique. Alors ça fait sourire. Tant mieux que ça fasse sourire tout le monde. Non, mais d'abord, je vous remercie de parler de moi, mais là, il ne s'agit pas de moi, je ne suis que le véhicule des pensées du comité d'éthique. Et je dirais personnellement que je suis extrêmement attaché à la démocratie, et notamment à la démocratie en éthique, et que la réflexion éthique ne devienne pas qu'une affaire d'experts, qu'il s'agisse d'experts scientifiques, d'experts institutionnels ou d'experts en éthique, parce qu'il y en a des experts en éthique. Et donc, on a vraiment cet état d'esprit qu'on a essayé de travailler au sein du comité d'éthique de l'UNICEF jusqu'à présent. Je parle sous le contrôle du président. Et je crois qu'on est très, très attaché à cette dimension démocratique. Et d'ailleurs, je peux vous dire, mais avec vous le confirmera, qu'à nos réunions, il y a toujours le représentant des associations de patients avec qui le comité d'éthique travaille. Avec l'INSERM travaille. Donc, bon, alors peut-être que notre fonctionnement démocratique peut s'améliorer, mais pour ça, je passe la parole à Hervé. Alors, juste d'abord, toujours en remerciant Emmanuel de ses rappels et de la manière assez vive et roborative que tu as de nous rappeler à nos règles. Là, en l'occurrence, il faut voir que le Conseil de l'Europe a une démarche très particulière. Donc, au sein du Conseil de l'Europe, il y a une structure qui s'appelle la DHBio. Et c'est la DHBio qui, depuis 2015, a commissionné de son propre chef, d'abord l'université de Bergen, en Norvège, pour faire une expertise sur les technologies émergentes qui auraient pu arriver depuis la Convention d'Oviedo, puis le groupe Ratno en Allemagne pour une autre expertise. À chaque fois, ils ont convoqué un petit groupe d'experts, j'ai eu l'honneur d'être convoqué une fois, pour discuter des rapports soit de l'université de Bergen, soit du groupe Ratno. Puis, on a eu tout d'un coup, au mois de janvier, la saisine, pas que nous, tous les comités d'éthique, par exemple le CCNE, ont été saisis par le représentant français de la DHBio de cette demande « qu'auriez-vous à proposer ?» Dans la perspective d'une réunion qui aura lieu en octobre pour célébrer les 20 ans d'Oviedo, dans lequel pourrait être lancé un cycle de révision. Et, pas plus tard qu'hier, Laurence Wolf nous a envoyé un lien par rapport à des interventions d'une personne qui, de son propre chef, fait un certain nombre de propositions d'évolution. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, de façon peu claire sur le plan de la méthodologie, le Conseil de l'Europe avance vers une possible ratification. Marion vient de nous montrer que ça aurait dû être initié 5 ans après Oviedo. 5 ans après Oviedo, ça nous mettait en 2000. Nous sommes en 2017. L'entrée en vigueur n'a jamais été dit, comme la COP21, c'était un certain nombre de pays. Là, pour Oviedo, ça n'a jamais été dit. Et le processus est assez étrange. Donc, on nous a demandé notre avis, on le donne. D'autres peuvent participer à la discussion et le donner également. Donc, la preuve que nous faisons les choses de façon ouverte et, si possible, transparente, c'est que nous rendons compte. On ne dit pas le vrai. Nous disons là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une étape, c'est ouvert à la discussion, c'est ouvert à la contribution. Alexei a fait en aparté un certain nombre de réflexions. Je serais heureux que tu nous les envoies de façon un peu plus formalisée. En particulier, il a critiqué l'innocuité. Comment on démontrerait l'innocuité ? Donc, est-ce que ce mot innocuité est bien approprié ?
la question, on pourra discuter dans une autre session de la question de l'acceptabilité ou non aujourd'hui du risque. Nous identifions des dangers, comment évaluer le risque et y faire face? En tout cas, nous ouvrons le débat et on te remercie de considérer que ce débat est loin d'être clos par les quelques diapositives qui t'ont été présentées. Juste pour ne pas donner l'impression, et je termine là-dessus, que je suis totalement naïf et totalement entier dans mes positions, quand on voit, et ça m'amuse quand on nous parle de conflit d'intérêts, de liens d'intérêt, de transparence, tous les lobbies qui s'exercent dans le domaine de l'AMP, de la génétique, y compris au niveau du champ politique, sans que l'expertise soit vraiment approfondie, je dirais mettons-nous un peu de prudence et de nuance. Moi, quand j'ai vu une des diapos, on ne va pas la détailler maintenant, moi je ne suis pas membre heureusement du comité parce que je n'ai pas cette responsabilité, cette légitimité que vous avez, mais je dis que ça se discute. Et là, c'était quelque chose déjà, les propositions qu'on va faire à travers notre réflexion. Je referme ma parenthèse, mais je reste toujours convaincu qu'il faut beaucoup de modestie dans ce domaine. Il y a une question. Merci. C'est un commentaire de la représentante française au sein du DHBio. Voilà. Donc c'est par moi que ce questionnaire est arrivé jusqu'à l'INSERM. Alors, je remercie Emmanuel Hirsch comme Hervé Schneeweiss de leurs interventions, bien qu'ils ne m'écoutent pas. Je remercie aussi les intervenants précédents. Enfin, en tout cas, ils m'ont enlevé les mots de la bouche, puisque... non, c'était surtout Hervé Schneeweiss qui m'a enlevé les mots de la bouche. Pour le reste, je dois beaucoup à mon obligation de réserve. Effectivement, ce sont des travaux préparatoires à une réflexion que le DHBio entame, ayant pris conscience que sa convention avait 20 ans. Alors, je suis un petit peu... Je sais que M. Schneeweiss m'a fait la même remarque lorsque nous étions vus au sein du Comité national d'éthique, que tout cela manque de méthodologie. Mais c'est là que j'ai dit que nous attaquions ce nouveau travail au sein du DHBio avec beaucoup de modestie, parce que nous ne sommes pas formatés forcément pour embrasser l'ensemble du champ qui s'ouvre, parce que certes, il y a un champ, il y a le champ de la génomique, la recherche, etc. Mais nous sommes un comité à la fois d'experts et intergouvernemental, avec des délégations qui sont assez hétérogènes. La délégation française, actuellement, ne comporte pas de représentants du ministère de la Recherche, ce qui est sans doute une carence. Et il faudra sans doute, dans l'avenir, veiller à ce que ça soit un peu plus étoffé de ce point de vue-là. Et j'en ai fait l'annonce, d'ailleurs, à la plénière qui avait lieu la semaine dernière, puisque les Allemands et les Anglais, qui n'ont pas ratifié, se mettent sur les rangs, bien sûr, de ces réflexions. Nous pensions, nous les Français, qu'en ayant ratifié, ça nous donnerait une parole forte, ce qui est quand même le cas, mais les Anglais et les Allemands nous talonnent toujours et prennent la parole sur ces sujets-là en particulier. Alors simplement pour ne pas retenir l'attention trop longtemps sur ces questions, ce questionnaire avait effectivement pour vertu, nous espérons, de nous montrer quelles sont les préoccupations des 47 États qui sont au DHBio. 47 États. C'est-à-dire, dans nos rangs, nous avons l'Azerbaïdjan, par exemple. Je donne toujours cet exemple parce que je ne suis pas sûre qu'il soit au même niveau, notamment de protection sociale que notre pays. Donc, il faut faire aussi avec les réflexions de pays qui sont moins avancés que nous en termes d'organisation. Et ça, c'est une donnée de base pour nous et dans laquelle s'inscrit notre approche toujours modeste. Ce qui explique quelquefois quelques errances méthodologiques. Quant à la portée de la Convention d'Oviedo, elle a les défauts de ses qualités, je dirais. Parce que je vais vous faire remarquer que depuis 20 ans, nous avons pu modifier nos lois de bioéthique sans être en contradiction avec la Convention. Ni sur l'article 13, ni sur l'article 18 pour l'instant. Donc ça a quand même tenu 20 ans. Et pourquoi ? Parce que c'est écrit effectivement pour nous Français très cartésiens, de façon quelquefois très très floue et très poétique, comme disait je ne sais plus qui ce matin. Mais c'est cette poésie qui nous permet d'aller de l'avant, chacun dans notre sens. Alors certains pourraient reprocher un certain relativisme à cette bioéthique, mais c'est une bioéthique normative contraignante, certes qui n'est pas sanctionnée juridictionnellement, encore que. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme, de plus en plus, se fonde sur les travaux du DHBio et la Convention et ses protocoles pour asseoir un certain nombre de décisions quand ils sont dans le champ médical.
Donc c'est quand même indirectement important de veiller à l'avenir de la Convention de bioéthique si on veut continuer à en être les ratificateurs, bien évidemment. Mais ceci étant, je crois que le DHBio est tout à fait ouvert à la discussion, à la réflexion. Il a conscience des évolutions en cours. Et il pense effectivement que la notion de débat public est sans doute une des premières réponses à apporter, parce qu'il faut d'abord que ça passe par la démocratie participative, la démocratie étant un des items principaux, une des missions principales du Conseil de l'Europe. Voilà, je vous remercie. Alors, une dernière toute petite question de Grégoire, et puis on va passer à la présentation de nos groupes de travail. Juste pour avoir participé avec bonheur à ce groupe de travail, je pense que les questions qui viennent d'être posées, elles posent deux niveaux de débat. Elles posent le premier niveau de débat qui est: est-ce que c'est à une instance éthique d'articuler la pluralité des points de vue, ou est-ce que cette pluralité, elle vient du débat comme on a aujourd'hui? C'est-à-dire les instances éthiques, objectivement, dans notre pays, représentent tous, à un moment ou un autre, un point de vue arrêté. Que ce soit le Comité national d'éthique, que ce soit l'espace éthique Île-de-France, parce qu'Emmanuel m'écoute pas non plus, parce qu'il demande l'appel démocratique. Donc, en fait, toutes les instances éthiques, Emmanuel, portent un moment, un point de vue. Il n'y a rien de pire que les instances éthiques qui ne s'engagent pas. Tu fais partie de ceux qui disent qu'il faut s'engager. Donc, j'entends la remarque qui a été faite selon laquelle il y aurait quelque part une éthique de point de vue qui serait défendue à travers ce positionnement. Mais le débat démocratique, il vient après l'éthique de point de vue. Je pense que beaucoup d'instances éthiques dans notre pays portent des points de vue, que ce soit sur la fin de vie, que ce soit sur l'éthique de la recherche. Et nous, on a un comité d'éthique de la recherche. Donc c'est vrai qu'on porte un point de vue. Si c'est ça qu'il fallait dire, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Mais il y a aussi des éclairages nouveaux qui viennent d'une expertise spécifique du monde de la recherche et de la médecine. C'est que ce distinguo entre les deux types de recherche sur l'embryon, à ce jour, peu de gens l'ont porté dans le débat public. Et donc je pense que derrière ce qui peut apparaître aussi comme point de vue, c'est aussi des idées nouvelles. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a deux types de recherche sur l'embryon, alors que depuis des années on fait un amalgame total en disant au grand public réfléchissez sur la recherche sur l'embryon comme si c'était un grand tout homogène. C'est un leurre de débat démocratique d'avoir posé le débat comme ça. Donc moi je pense que c'est une forme de progrès, même si on n'est pas forcément d'accord avec le point de vue exposé. Ok, merci beaucoup Grégoire. 30 secondes. Non, mais c'est juste pour dire que je vous remercie tous de vos interventions qui confortent une idée que j'avais, c'est que consacrer un quart d'heure à un sujet comme ça, c'était vraiment une gageure. On peut pas traiter de ces sujets très généraux et qui ont comme objet d'intervenir sur des conventions internationales en quelques minutes. Vous imaginez bien. Donc, on vous a donné effectivement le point de vue qui est le résultat de réflexion au sein du comité d'éthique de l'INSERM, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, il faut être très modeste. Hein. Maintenant, je crois que ce qu'on vous a dit, c'est tout à fait en accord avec les positions qu'a le comité d'éthique depuis 4 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Si peut-être ça vous apparaît sur un nouvel éclairage aujourd'hui, c'est parce que les choses sont dites rapidement et clairement. Donc, tout le reste de l'après-midi, d'ailleurs, on va vous dire d'autres choses concernant la recherche et les pratiques biomédicales, et qui vont, elles aussi, déboucher sur des points de vue. Ok, merci Pierre. Je pense que l'objectif, de toute façon... L'objectif de ce type de journée, c'est pas de trouver le consensus immédiat et d'arriver très vite à des conclusions, c'est de présenter les travaux du comité d'éthique de l'INSERM. C'est notre journée annuelle, c'est un peu notre vitrine. Donc, on n'est pas, je pense, dans un cadre de débat public ou de conseils généraux de bioéthique. On présente simplement nos réflexions et nos travaux.